Amandine. Donc bonjour à tous. Donc crise écologique et choix alimentaires entre peur et prise de risque. Donc il s'agissait aujourd'hui effectivement de parler de cette crise écologique. Quand j'ai fait cette proposition au Carrefour de la Pensée, c'est parce que effectivement ce n'est pas anecdotique de pouvoir regarder dans nos comportements alimentaires et dans nos choix alimentaires la trace que peut marquer cette conscience de la crise écologique. Et donc je vais vous montrer comment cette crise écologique peut justement marquer effectivement les choix alimentaires de nos contemporains. Alors il y a une question qu'en fait tout le monde se pose, les hommes se posent à travers toutes les cultures, ou que ce soit à travers l'histoire, c'est quel rapport devons-nous avoir à notre alimentation et qu'est-ce que je dois manger pour bien manger? Qu'est-ce que le bien manger? Et alors, pour commencer cette présentation, je suis allée voir ce qu'on disait de ça il y a une vingtaine d'années, donc pas si loin que ça, début des années 2000. Et donc il y a une enquête qui a été faite par Claude Fischler, qui est mon directeur de thèse, donc dans les années 2000, l'étude OSHA 1 et 2. Ils ont interrogé environ 900 personnes à peu près dans 6 pays, France, Italie, Suisse, Grande-Bretagne, Allemagne, États-Unis. Et ils ont posé plein de questions, mais ils en ont posé une fort intéressante. Pour vous, qu'est-ce que bien manger ? Et à ce moment-là, les réponses nous ont permis d'identifier des tendances majeures qui peuvent être nationalement un peu étiquetées et montrer la culture alimentaire dans chacun de ces pays. Et donc ce qui ressort pour le cas français, c'est cette notion de convivialité, les manières de table, le plaisir, la qualité du produit, c'est partagé avec les Italiens. Avec les Allemands un peu moins, disons que chez les Allemands, il y a la notion de nutrition qui commence à apparaître, et dans les pays anglo-saxons, là, le bien manger, c'est avant tout manger correctement du point de vue nutritionnel. Et pas forcément bien manger pour se faire plaisir, pour partager un moment ensemble, ce qui est plus mis en avant du côté de chez nous. Mais où je veux en venir avec tout ça, c'est qu'il y a 20 ans, quand on demandait aux gens qu'est-ce que bien manger, a priori, la notion d'écologie, d'environnement, ça percutait pas tout de suite. Sauf en Suisse. Alors, en regardant cette étude, je me suis rendu compte que la Suisse, il parlait de cet environnement. C'est intéressant. Il faudra que j'y retourne, savoir pourquoi. Mais la grosse différence, c'est qu'aujourd'hui, quand on fait ces enquêtes d'opinion, eh bien, la notion d'écologie apparaît beaucoup plus fortement. Dernièrement, dans le cadre de ma thèse, j'ai participé à une enquête quantitative auprès de 2000 personnes, donc sur un échantillon qui est censé être représentatif de la population française. Et donc là, ce qui est notable, donc on les interrogeait sur leur alimentation et on posait quelques questions, et notamment sur leur rapport à l'écologie. Et tout de même, 81% des répondants attribuent à leur sensibilité à l'écologie une note entre 6 et 10, avec la note la plus haute de 8. Qui est attribuée. 93% estiment que notre alimentation a des conséquences sur notre planète. Donc c'est quelque chose qui est aujourd'hui vraiment très fort dans la pensée de l'ensemble de la population. Et 87% d'entre eux sont tout à fait d'accord, ou plutôt d'accord, avec le fait que si les choses continuent ainsi, nous courons à une catastrophe écologique majeure. Donc en plus, cette sensibilité écologique, elle est surtout marquée par la notion de catastrophisme, donc de crise, et elle est surtout problématique. Et les personnes les plus sensibles à l'écologie dans ce panel sont celles qui ont des pratiques alimentaires d'éviction ou de limitation. Donc ça, on a pu mettre en évidence ce lien entre une sensibilité écologique et des pratiques alimentaires qu'on va essayer de qualifier, je qualifie ici des pratiques d'éviction ou de limitation, c'est-à-dire en tout cas des conversions alimentaires vers une alimentation plus saine. Donc, il est un fait, c'est que les enjeux climatiques influencent aujourd'hui les choix alimentaires, de manière plus ou moins différente, bien entendu, chez les individus, mais on peut quand même noter que chez 24% de notre population enquêtée, il y a une forte sensibilité et une forte corrélation avec des changements de pratiques alimentaires. On les a appelés les écocentristes dans cette enquête.
ce qui fait rire mon voisin. Alors, les consommateurs, quand on les étudie, hein, le CREDOC fait ça de manière très régulière, ils effectuent des baromètres de tendance de consommation. Quand on voit il y a 20 ans, effectivement, ce qui ressortait le plus, c'était on voulait des choses bonnes, avec un bon goût, la notion de prix intervenait énormément, la fraîcheur. En 2015, on est passé à une montée du bio. La notion de local apparaît dans les tendances de consommation, donc dans les attentes de consommateurs. La notion de sang et l'emploi du terme de légumes qui nous emmène tout de suite dans un aspect déjà beaucoup plus nutritionnel de l'aspect alimentaire, des attentes par rapport à l'alimentation. Et puis, ce lien alimentation-écologie, comme vous le savez, il est aujourd'hui, c'est une attente des consommateurs, donc ça devient complètement incontournable du point de vue de la grande distribution, des propositions qui sont faites aux consommateurs par les industriels et par l'industrie agroalimentaire. On le constate largement aussi par rapport à l'évolution du chiffre d'affaires de l'alimentation biologique. L'alimentation biologique qui incarne justement cette attention au mode de production qui et donc fait le lien entre une volonté d'une alimentation saine du point de vue de la santé et une alimentation saine du point de vue de l'environnement. On voit que le chiffre d'affaires bondit, on n'a pas les chiffres de 2018 qui sont encore plus marquants que ceux de 2016. Donc après ce tour d'horizon qui nous permet de cadrer le sujet et de mettre en avant que effectivement la crise écologique, mais comme vous le savez bien, vous le constatez vous-même au quotidien, fait partie de nos préoccupations dans notre rapport à l'alimentation. En tant que sociologue, on va plutôt essayer de se poser la question de comment la prise de conscience de la crise écologique va affecter les choix alimentaires au niveau de l'individu. Et pour répondre à cette question, on va se baser sur l'anthropologie qui met en évidence des processus qui vont être à l'œuvre, des processus un peu universaux dans notre rapport à l'alimentation qui vont faire et exacerber notre sensibilité à ces questions de crise écologique. Et dans un deuxième temps, on va se baser sur les résultats d'une enquête ethnographique, contrairement à l'enquête quantitative, qui est un des outils du sociologue. L'enquête ethnographique permet d'aller voir directement chez les individus, dans leurs pratiques, dans leur discours, au niveau vraiment individuel, comment les choses s'organisent et se mettent en place. Alors, conscience écologique, effet sur les choix alimentaires, ça rappelle un peu quelque chose. Là, je vous parle de population générale. Vous allez me dire, oui, mais il y a des histoires comme ça de militants, vous les connaissez très bien, l'alimentation militante. Être sensible à l'écologie et choisir en conséquence un type d'alimentation, c'est effectivement quelque chose qui s'est vu dans le passé et dont on hérite aussi en large partie dans cette histoire, notamment toute l'alimentation issue de la contre-culture américaine, donc l'alimentation dite des hippies qui, à un moment donné, après avoir mis en avant des revendications politiques contre la guerre au Vietnam ou des revendications anticapitalistes, surtout anti-consuméristes, ont opéré un tournant un peu écologiste à la fin des années 60 et ont vraiment lancé tout un courant alimentaire, une contre-culture culinaire qui demandait aux gens de changer, d'agir par rapport à leur militantisme en mettant en place directement des pratiques alimentaires. Donc ça, c'est un lien qui est très explicite. Et le lien explicite de la sensibilité écologique vers les pratiques alimentaires, c'est quelque chose dont il faut avoir conscience, mais c'est pas de ça que je veux parler aujourd'hui. Donc là, je veux que vous distinguiez les choses, parce qu'après, on va entendre des militants parler, enfin des groupes militants. Moi, je parle plus, effectivement, de comment cette crise écologique impacte le tout à chacun, et voire même le non-militant. Donc, le présupposé de la recherche qualitative, en tout cas, celle qui a nécessité d'aller voir les gens sur le terrain,
on a sélectionné des gens qui n'étaient pas des personnes militantes, pas des personnes encartées, et qui décidaient, voilà, je suis écologiste ou même militant de la cause animale, par conséquent, il faut que je mange comme ceci ou comme cela. Non, c'est plus des personnes qui opéraient dans leur alimentation des changements, dans une quête d'alimentation saine, et on essayait de voir quels étaient les moteurs de ces changements, pour essayer d'identifier comment s'opère véritablement le lien entre leurs pratiques alimentaires de conversion et leur conscience écologique. Alors, pour essayer d'expliquer tout ça, je vais vous parler un peu d'anthropologie fondamentale, mais c'est hyper simple, parce qu'en fait, ça parle d'alimentation, de choses qu'on vit tous les jours, et vous allez tout à fait comprendre rapidement ce schéma un peu barbare. Donc le principe d'incorporation et la peur de l'empoisonnement, c'est quelque chose qui a été notamment écrit par Claude Fischler dans l'Omnivore. Donc il explique que manger, c'est un acte banal, quotidien, qui consiste à incorporer les choses. Et c'est un acte banal qui semble anodin, mais c'est pas si anodin que ça, parce que prendre un élément extérieur et s'autoriser à l'avaler et à le faire entrer en nous avec tous les risques que cela comporte, ça nécessite des moyens de sécuriser cet acte. Et on va voir que dans cette sécurisation, c'est la culture culinaire qui va remplir ce rôle, voilà, qui va permettre au mangeur d'identifier ce qui va être bon ou pas bon pour lui à manger. Donc manger, incorporer, c'est quelque chose qui est vital, qui a une réalité, c'est une réalité biologique. À travers la digestion, on fait soi un élément extérieur, et il y a toute une dimension également imaginaire, symbolique, où au final, avec ces deux processus aboutissent à la même chose, c'est qu'on devient ce qu'on mange. Voilà. Donc ça, c'est le processus d'incorporation. Et ça permet de fonder l'identité physique et sociale de l'individu. Et donc tout ça, c'est codifié par la culture culinaire qui nous permet de reconnaître le bon objet le bon aliment à intégrer, que ce soit plus un aliment type comme une médecine qui va servir à nous représenter à quelle communauté on appartient et à venir en même temps nous permettre d'avoir un corps sain et en phase avec les idées de notre société, et au contraire le poison qui lui peut être un objet suspect et qui n'est pas bon à penser et qui aussi peut être mauvais concrètement pour le corps. Donc la culture culinaire, dans ce principe d'incorporation, elle a pour rôle de définir le comestible et de rassurer le mangeur par rapport à ce qu'il peut ou doit manger. Donc là, je vous ai mis quelques belles photos de Peter Menzel à ce propos. Donc on voit des personnes avec ce qu'ils ont l'habitude de consommer. Donc le photographe a été dans de nombreux pays du monde, de demander aux personnes de montrer ce qu'ils avaient l'habitude de consommer sur une semaine. Et ce qui est intéressant, c'est aussi de voir comment la culture culinaire, elle implique automatiquement un certain rapport à notre environnement. Consommer telle ou telle chose va forcément avoir bien sûr un impact sur notre environnement, sur les paysages qui nous entourent et dans lesquels on est habitué de vivre, mais aussi on accepte de vivre. Donc ces choix-là déterminent et sont déterminés par la culture, et donc on a cet impact sur les paysages, mais également sur notre rapport au vivant. On voit des animaux sur ces photos. Ce qu'on mange va induire également un rapport et une certaine lecture des choses par rapport au vivant. Et en fait, ce qui se passe avec la crise écologique, je reviens à notre point de départ, et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que cette crise écologique nous renvoie des images qui peuvent, pour certains, être inacceptables. Et à partir du moment où c'est inacceptable, il risque d'y avoir des conséquences également sur ce principe d'incorporation. Si je pense quelque chose comme étant mauvais, je vais avoir plus de mal à accepter d'incorporer l'aliment qui est issu de ce principe. Donc, cette notion d'inacceptable engendre un réordonnancement de l'ordre du comestible. Et l'individu que j'ai représenté ici se repose la question qui, au départ, était réglée par la culture culinaire,
Mais que dois-je manger si je ne suis plus d'accord avec ce que, ce que me propose le système social dans lequel je suis? Voilà pour le processus anthropologique qui nous permet de constater en fait que la perception de la crise écologique, eh ben, elle exacerbe la conscience du lien entre le corps, la santé de l'individu et son environnement, la santé de l'environnement. Alors quand on fait l'enquête donc auprès de 50 personnes dont je vous parlais tout à l'heure en méthode qualitative, on recueille des discours et ce qui ressort principalement, c'est que comme la manière dont ils identifient le bon à manger va être associée à la notion de naturel, de manière vraiment générale. Que dois-je manger? Je ne sais plus ce que je dois manger, je vais manger le naturel. Le naturel va forcément être bon. Ça devient la nouvelle façon de pouvoir ordonner le comestible. Le naturel qui s'oppose, dans la pensée de tout à chacun, à l'industriel. Donc quand on fait donc, un petit tableau comme ça récapitulatif de l'analyse des discours recueillis, le bon et le mauvais aliment, donc les critères de définition, c'est d'un côté le naturel, de l'autre côté l'artificiel. Mais l'artificiel, l'industriel, si on essaye de voir les choses un peu différemment, il ne faut tout de même pas oublier, si on regarde ici l'évolution des décès par cause entre 1900 et 2010, alors tout à gauche du graphique, vous avez 4 courbes, avec tout en celle qui commence, donc ce qui est la plus haute en 1900, c'est la cause de mort par tuberculose. La deuxième, vert clair, c'est les morts par infection gastro-intestinale, donc toxi-infection alimentaire. C'est la deuxième, en 1900, et tout au 19e, c'est ça également. La troisième cause, c'est les cancers. On voit ensuite qu'ils explosent au fil du XXe siècle et les maladies cardiovasculaires. Donc il paraît indéniable que l'industrie, on a beau l'opposer au naturel et voir que c'est certainement ce qui est mauvais aujourd'hui et ce qui est rangé dans l'ordre de l'immangeable, il n'empêche que après, ça pourrait paraître assez paradoxal, puisque les décès ont été largement, les décès par cause de toxi-infection alimentaire ont été largement diminués au fil du XXe siècle grâce à Pasteur et à la pasteurisation principalement, et dans un deuxième temps, grâce à l'industrialisation de l'alimentation qui s'est basée sur les travaux de Pasteur et les découvertes en termes de microbiologie et microbactériologie. Mais en fait, ce qu'expriment ces gens dans leur manière de mettre en pratique cette alimentation, c'est une perception des risques qui s'oppose. Le consommateur éco-sensible et valorisant le naturel va percevoir des risques, là où la logique pasteurienne et industrielle n'en voit absolument pas, et inversement. Donc là, j'ai mis des images qui vous permettent de capter assez rapidement des exemples. Alors, qui peuvent être, j'ai mis des choses caricaturales d'un côté et de l'autre aussi pour vous faire sourire et peut-être pour vous réveiller en période post-prandiale si le repas a été copieux. Donc on a bien sûr d'un côté, vous voyez par exemple les conserves du côté droit de l'écran, conserves faites maison, qui sont valorisés par tout un courant de mangeurs qui vont préférer faire leurs propres aliments, leurs propres conserves. Tandis que du point de vue des agences sanitaires, on a des recommandations drastiques et des recommandations peut-être à éviter ou à faire vraiment très attention si on fait nos conserves maison parce qu'il y a des risques de botulisme ou autre dans cette affaire-là. Si on prend, il y a tout ce qui concerne aussi le vrac, le bio. Alors aujourd'hui, par rapport à dans cette dimension de crise écologique, manger en vrac, c'est quand même assez intéressant. Oui, mais d'un point de vue toxicologique, il y a des risques, puisque si on mange en vrac et bio, il y a quand même des mycotoxines qui vont exister et qui peuvent aussi venir empoisonner les gens et amener des risques au niveau sanitaire.
Donc tout ça, ça cohabite, mais ça s'affronte aussi, et ça s'oppose. Et c'est pas anodin, parce que ça correspond vraiment à des visions du monde qui sont totalement différentes et qui induisent un rapport au vivant et un rapport quasiment à l'existence qui sont vraiment très opposés et très forts. On a donc un autre ordre du comestible qui est proposé par les gens qui sont particulièrement donc sensibles à cette notion de crise écologique. Et pour éviter certains risques, parce qu'ils attribuent, par exemple, si je prends l'exemple du lait, le lait pasteurisé ou stérilisé même, va être considéré comme potentiellement mauvais ou pas forcément très très bon, puisque la chaleur peut avoir un effet, si je reprends les paroles de ces gens-là, donc peut avoir un effet dénaturant sur certains composants du lait, qui peut devenir de ce fait quasiment un poison. Et d'un autre côté, donc, ils veulent éviter ces risques-là pour peut-être éventuellement consommer, soit ne plus consommer de lait du tout, donc prendre des risques du point de vue médical à ne plus obtenir de calcium, ou voilà, c'est ce qui peut alarmer certains médecins à ce sujet. Et ils peuvent également prendre des risques d'un point de vue bactériologique, suivant certains spécialistes de toxi-infection, parce qu'ils vont manger cru, certains choisissent de prendre du lait cru, et donc ils vont prendre le risque de se contaminer et peut-être d'avoir des problèmes intestinaux. Cette notion d'être capable d'assumer certains risques ou pas peut paraître anecdotique, mais le choix que ces personnes vont faire à ce moment-là va impacter d'un point de vue symbolique. Là, je parle de l'ordre symbolique des choses. Le lait cru va être en lien avec plutôt une façon de consommer en proximité, dans des circuits locaux, circuits courts, puisque le lait cru ne peut être que consommé dans les 48 heures suivant la traite, avec des précautions particulières. Il favorise le locavorisme, il nécessite une attention et un soin de la part du consommateur. Tandis que le lait stérilisé est particulièrement adapté à la mondialisation. C'est un produit qui peut, du fait de sa longue conservation, intégrer des circuits longs, ce qui n'était a priori pas du tout le cas du lait au départ, des marchés internationaux. Ça devient même un produit financier, puisqu'on peut, à partir du moment où on stérilise le lait, on va aussi le modifier et on peut le fractionner, en faire du lait en poudre, etc., etc. Donc là, on est vraiment sur des visions du monde qui vont totalement s'opposer. Donc faire ce choix alimentaire, c'est porter aussi quelque part ses convictions. Et ces convictions ici, elles vont s'incarner uniquement dans pouvoir s'exprimer à un moment donné et transparaître quelque part dans l'alimentation des gens et pas forcément ailleurs. J'en suis déjà à la conclusion. La crise écologique, donc ce qu'on vient de voir, c'est qu'effectivement la crise écologique, elle traverse la société et elle affecte les choix alimentaires des individus. Pour les plus sensibles d'entre eux, l'alimentation constitue effectivement un moyen d'expression d'un engagement personnel, voire d'une colère ou d'une indignation face à l'inacceptable, on l'a vu. L'alimentation est un lieu privilégié de la confrontation à ces problématiques, du fait du principe d'incorporation que je vous ai décrit, qui relie biologiquement comme symboliquement les individus à leur environnement par la question majeure de qu'est-ce que bien manger et quel est le bon aliment que je dois ou je peux incorporer. Et la question que je voudrais quand même évoquer ici, c'est celle de la portée de ces actions. On peut se demander si c'est simplement donc une utilité individuelle. Est-ce que c'est une utilité à portée collective qui est peut-être à relativiser? On verra avec les intervenants qui suivent. Conclusion, suite et fin. Deux petites choses rapidement. La perception des risques donc en opposition l'une à l'autre, qui oppose deux façons de voir le monde. Elle explique aussi un certain engagement dans des choix alimentaires pouvant donc apparaître risqués du point de vue médical, mais qui est néanmoins nécessaire du point de vue de l'individu. Et ensuite, et pour finir, je trouve qu'il est intéressant de mettre en avant le fait que cette alimentation que les gens appellent souvent vivante, naturelle, ou qui remet
en question, toutes ces questions d'utilisation des produits fermentés, etc. Elle fait écho avec tout ce qui se passe en sciences agronomiques actuellement, et notamment sur les recherches en agroécologie par rapport à la notion de biodiversité des sols et de la manière dont on va cultiver les aliments pour qu'ils soient porteurs d'une microdiversité qui va enrichir aussi l'alimentation des gens. Et on va se retrouver là au niveau des recherches émergentes en nutrition sur la question justement du microbiote et de la santé par l'augmentation de la diversité microbactérienne. Donc il y a vraiment une convergence et des liens entre des questions émergentes dans ces trois champs, dans ces trois disciplines, qui est totalement à relever et aller donc dans le sens peut-être de propositions qui sont issues de ces réflexions induites par la crise écologique, voilà, ça nous permet aussi de voir peut-être une dimension positive dans ce qui peut découler de cette perception des crises écologiques. Je vous remercie de votre attention et je laisse la parole au suivant. Merci Emmanuel.